Merci aux deux intervenants pour cette brillante présentation. Maintenant, donc, la parole est à vous. Donc, je rappelle un petit peu les règles. 1 minute pour poser votre question maximum, et puis on invite les intervenants à répondre selon leurs compétences. Votre but de base, il apparaît sur la feuille de paye, ça veut dire qu'il transite par l'employeur, j'ai pas bien compris ça. Non, en fait, vous aurez 2 virements chaque mois, vous aurez 2 virements. Il y a un virement qui est automatique du fisc vers les 600 €. Voilà, ça c'est automatique. Et ce qui transite par la feuille de paye, c'est juste le salaire que vous versez, sauf que le salaire arrive après déduction de l'impôt sur le revenu. Mais comme je vous dis, comme ça va se faire normalement à partir de l'année prochaine. Mais ça ne transite pas du tout par la comptabilité de l'entreprise. Mais c'est tout à fait possible. Ça reste une possibilité. Puisque le fait que... alors, ça reste une possibilité dès l'instant où tu as le prélèvement à la source. Puisque après, c'est une question de comptabilité entre le prélèvement à la source, dans ce qui remonte aux impôts et ce qui... Voilà, donc c'est un équilibre qui... C'est vraiment un algorithme de comptabilité qui peut le faire et qui ne pénalise absolument pas l'entreprise, parce qu'elle se retrouve entre ce qu'elle doit remonter et ce qu'elle doit reverser. Donc ça pourrait... On avait envisagé pendant la campagne, sur les 18-25 ans, on avait envisagé un peu cette forme de dispositif, justement. Mais parce que la simplification, elle est évidente dès qu'il y a le prélèvement à la source. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'inventer tout un circuit parallèle. Mais après, ça, c'est des questions où je pense où il y aura un petit travail complémentaire à faire dans l'évolution du truc. Oui, dans votre intervention, vous posez comme a priori que l'emploi baisse. Et dans le débat au moment des présidentielles, il y avait effectivement la contestation sur le financement, mais on revenait souvent le fait de dire c'est faux que l'emploi baisse, avec la théorie du ruissellement. Vous répondez quoi? Non, mais moi, je veux bien répondre là-dessus. Toutes les études internationales le prouvent. L'emploi baisse. Pas manichéellement en termes simplement de nombre d'emplois, mais en durée. Ce que je veux dire, en durée de travail, c'est évident. C'est évident. Aujourd'hui, il y avait une étude qui était saisissante. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, donc je vais vous dire, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. C'est plus l'ordre de grandeur que je vais retenir, pas les chiffres que je vais vous donner, ils sont faux. Mais si on prenait, il y a encore 30 ans, le nombre d'heures passées dans la vie d'un être humain, dans notre pays, à travailler hors période de sommeil, on était, allez, je vais vous dire, 47 ans. Les chiffres... Aujourd'hui, si on fait le même calcul avec les 35 heures, les RTT, la morcélisation du travail, on doit être à 18 ans dans la vie d'un homme. Donc ça veut dire que globalement, la masse de temps de travail pour chacun, elle diminue de fait. Après, moi j'entends ce que les gens disent, oui, mais je vais parler de la réindustrialisation, tout ça, etc. Je pense qu'on est sur un schéma, d'abord, c'est pas populaire de dire aux gens, attention, il n'y aura plus de boulot demain. C'est quand même pas une bonne manière de rentrer dans un débat politique ou de réflexion. Mais il y a aussi une part du mythe de l'industrialisation et de l'industrie telle qu'on la connaît qui est à mon avis obsolète. Moi j'ai présidé une SEM, une société d'économie mixte, qui travaillait dans les déchets. Et le traitage des déchets, un four, enfin un centre d'enfouissement, etc., de retraitement. Et on a créé une joint venture avec une société similaire, allemande, qui s'appelait MVW Umwelt. Et je me rappelle d'être allé visiter en Allemagne MVW Umwelt, c'est donc à Mannheim, qui est un site industriel assez important. Et quand vous arrivez à Mannheim, déjà, vous voyez, vous n'êtes pas dans le même monde, ça c'est sûr, mais le type dit, alors allez, vous voyez, ça c'est le producteur mondial, le numéro mondial de graisse industrielle. C'est-à-dire que le producteur mondial de graisse industrielle, il est encore allemand. Ce qui est, je veux dire, s'il n'y a pas d'aide pour maintenir cette économie-là au sein de l'Europe, ça n'existe pas. Parce que ça, vous pouvez faire de la graisse industrielle aussi bien au Pakistan qu'au Brésil, enfin bref. Donc, on voit bien que tout le système déjà allemand, il est construit sur une industrie que je dirais pas, qui est plutôt l'industrie d'hier que celle de demain. Mais surtout, il y a un truc qui m'avait fait mourir de rire, parce que j'étais au sommet de la presse allemande, enfin, du four, comme ça, puis les types ils disaient, bah, vous voyez, de l'autre côté du fleuve, là,
c'est l'usine BASF. D'accord, je dis oui, d'accord, bon, mais elle est où? Elle me dit en face. Elle me dit oui, non mais où? Ben là, en face. Je dis non mais c'est laquelle? Il dit ah non, mais c'est l'usine BASF. Et l'usine BASF, elle partait de là, elle finissait là, sur l'horizon, et le mec dit ah bah oui, c'est un peu grand, ça fait 28 km. Ben, moi je vais vous dire, je pense que dans nos pays, ce modèle-là industriel, il n'a pas d'avenir. Et où il a un avenir limité. Il a un avenir limité. Je vais reprendre l'exemple de ce que je vous disais sur la ville de Clermont-Ferrand, que je connaissais bien. 7 usines Michelin, il y avait à Clermont-Ferrand. 7. Et bien, vous avez des entrepôts qui font des milliers de kilomètres carrés où il n'y a plus rien. En plein centre-ville. Et les emplois ont été divisés par 4, 3. Il en reste. Mais c'est des emplois plutôt qualifiés, plutôt de recherche, plutôt techniciens. La fabrication est partie ailleurs. Donc, on voit bien qu'il y a une part de cet emploi-là qui va disparaître. Alors, ce qui est vraiment problématique dans toute la discussion qu'on a, c'est que ça va être aussi les emplois souvent les moins qualifiés. Donc, le risque d'avoir une société à deux vitesses entre ceux qui travaillent et qui sont qualifiés et ceux qui ne travailleront pas et qui auront droit à un revenu universel est un vrai risque. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision très sociale du revenu universel avec des accompagnements très forts. Et vous savez, pendant la campagne, moi, je n'arrêtais pas d'expliquer aux gens, mais les supermarchés sont caissières. Je leur ai expliqué, je leur ai dit, vous savez, très bientôt, vous allez rentrer dans un supermarché, vous allez faire vos courses, vous allez passer sous un portique qui va tout scanner, ça sera débité sur votre compte bancaire, et vous allez dans votre voiture, vous mettrez dans le coffre, vous partirez, il y aura plus, vous n'avez vu personne. Et les gens me disent, oui, monsieur Pouze, ben bien sûr, mais ça, c'est la science-fiction. Ben non. Amazon l'a fait déjà à Seattle, Auchan l'a fait en Chine, et ça fonctionne 24 sur 24 sans aucun personnel. Donc, cette réalité-là, elle existe. Dans quelle mesure, quelle sera sa dimension? C'est ça qu'on ne peut pas encore effectivement tout à fait voir. Et je pense qu'on a une raréfication de qualité de travail, ça c'est sûr. Bonjour, j'ai une question. Vous mettez un revenu de base pour les enfants à 200 €. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui travaillent parce que la CAF prend en charge une grosse partie des frais de garde des jeunes enfants qui sont souvent supérieurs à 200 €. Donc, vous ne pensez pas que ce montant-là risque de freiner le travail des femmes pour les enfants petits? Et d'abord, juste vous répondre que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Hein. Attends, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Tu dis la CAF prend... La CAF aide aux frais de garde aujourd'hui. Or, vous supprimez toutes les aides dans le scénario pour la famille, donc les aides aux frais de garde. Donc, ça risque de freiner Enfin, à mon avis, ça risque de peut-être freiner le travail des femmes. J'aimerais votre avis là-dessus. Oui. Ça c'est aussi un gros débat généraliste du revenu universel. Hein. C'est qu'un impact sur les femmes. Il y a beaucoup de craintes toi tu évoquais avec les États-Unis, l'histoire des divorces, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui disent le revenu universel, ça pourrait presque faire l'objet de salaire maternel, ce qu'on appelle un salaire maternel, donc avec l'idée de renvoyer madame à la maison en disant ça va être bien comme ça. Le pari qu'on fait, nous, c'est plutôt l'inverse sur l'emploi des femmes, et femmes ou hommes d'ailleurs en général, c'est que ça permet de valoriser le travail à temps partiel. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'avec ce mécanisme de revenu universel, vous verrez, on peut travailler par exemple 2-3 jours par semaine et avoir quand même au final un revenu décent. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Au jour d'aujourd'hui, si tu travailles à mi-temps sur un SMIC, tu te retrouves avec pas grand-chose. Enfin, je sais pas, ça doit faire à peu près 500 € par mois. Donc, il y a cet aspect quand même de faciliter le travail à temps partiel pour tous, hein, pour les hommes, pour les femmes. Sur les frais de garde, imagine un couple. Alors, derrière, ça pose la question, mais ça peut rejoindre aussi la question de monsieur, là, sur les emplois qu'on garde, quoi. Typiquement, on va se dire, si tout le monde passe à la semaine de 4 jours, mettons que tout le monde passe à la semaine de 4 jours, un couple, voilà, deux adultes, la semaine des 4 jours, alors je ne l'ai pas dit, hein, mais dans notre esprit, la semaine des 4 jours, ça ne veut pas dire que le week-end commence le jeudi soir. Hein. Ça veut dire qu'on a toujours bien, on va dire un samedi, un dimanche, un week-end, on garde une semaine de 5 jours d'activité,
Et puis les gens auront en gros leurs 2 jours de week-end plus un jour dans la semaine. Et puis ça va s'équilibrer comme ça. Et aussi, nous, on le conçoit dans une forme d'annualisation du temps de travail. Donc de la souplesse pour les entreprises, mais aussi pour les salariés. Et donc je reviens à ta question, garde d'enfants, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, effectivement, tu vas travailler, tu payes une crèche ou une assistante maternelle, et si j'entends bien ta question, la CAF te donne ce qu'il faut pour financer ça, quoi. Et donc, ok, ça marche comme ça. Nous, on se dit, si les 2 conjoints choisissent une journée différente dans la semaine, tu vois, mettons qu'ils gardent leur week-end, ils ont chacun une journée différente dans la semaine, bah fais le calcul, t'as plus que tu te retrouves avec 3 jours de... On est déjà avec 3 jours, c'est très cher les frais de garde. 3 jours de frais de garde, d'accord? Donc ça, c'est longtemps. Et après, comment on le finance? Soit on dit, mais ça c'est un arbitrage, soit on dit on garde ce système-là d'aide spécifique, hein, le revenu universel n'empêche pas de garder des aides spécifiques si on considère que c'est important, soit après, alors, mais d'une manière générale, je reprends un autre exemple, c'est les allocations logement. Tu pourrais peut-être, j'ai pas parlé des allocations logement. Moi, personnellement, je pense que les allocations logement, il faut qu'elles disparaissent très vite. Malgré tout, aujourd'hui, c'est compliqué sans les allocations logement. Donc, dans le modèle, pour l'instant, il n'est pas prévu qu'elles disparaissent très vite. Par contre, il est prévu qu'elles disparaissent, ce que j'appellerais de leur belle mort. Ça veut dire quoi, de leur belle mort? Ça veut dire que si on arrive à rehausser le pouvoir d'achat de tout le monde, qui font que, à un moment, les gens passent au-dessus des seuils, puisque ces allocations logement, elles sont indexées sur le pouvoir d'achat, les gens n'en aient plus besoin. Et surtout en parallèle, si je reste sur les allocations logement, si on arrive à faire baisser le prix du logement, parce que je pense que vous êtes tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui le logement coûte trop cher en France en général, à Bourg-en-Bresse, alors je ne sais pas à Bourg-en-Bresse, mais j'étais à Annecy il n'y a pas longtemps, Annecy se plaignent du logement. Et s'il y a une question, je reviendrai. Ce qu'on propose en fiscalité devrait largement contribuer à faire baisser le prix des logements. Donc tu vois, c'est un peu pareil. L'idée, c'est que ces allocations-là, on n'en ait plus besoin parce que le pouvoir d'achat global des ménages est augmenté et éventuellement les coûts baissent aussi, quoi. Je voudrais quand même juste dire une chose. Ça, c'est une proposition qui est faite. Hein. C'est pas ça. Enfin, moi, en tout cas, génération, je ne partage pas ça. Hein. Je vous le dis, il y a plein de points où je ne suis pas d'accord dans ce qu'on a vu. Donc, c'est une proposition. Moi, ce que je trouve, ça a le mérite, ça prouve que c'est réalisable. Clairement. Simplement, de cette façon. C'est ce qui est en avant. Parce que la question que vous posiez, elle est super importante. C'est est-ce qu'on veut une politique familiale ou pas en France? Parce que les allocations familiales et ces aides-là ne sont pas liées à la protection sociale, du tout. C'est une politique de natalité. Est-ce qu'on la veut ou pas? Et ça, c'est très important. Moi, je suis pour qu'on maintienne une politique de natalité efficace. Et ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est un des problèmes de l'Allemagne. Quand on nous parle du modèle allemand, et je voulais revenir là-dessus, si vous êtes une femme en Allemagne, n'espérez pas faire carrière. Parce que l'emploi des femmes en Allemagne n'existe pas. Et que les femmes sont cantonnées à des emplois, en général subalternes et de compléments. C'est-à-dire que c'est les emplois, les travailleurs pauvres en Allemagne sont souvent des femmes. Mais par contre, quand vous montez dans la hiérarchie d'entreprise, il n'y a plus de femmes. Hein. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'Angela Merkel, mais à part les autres... non mais c'est parce que cette politique n'a pas été menée. Il n'y a pas de crèche en Allemagne, il n'y a pas de système de garderie, alors qu'ils commencent à s'y mettre, il n'y avait pas d'école maternelle, il n'y a pas de politique de natalité. Bilan des courses, ils ont besoin d'une forte immigration aujourd'hui parce que le pays est un pays avec une échelle vieillissante, alors que la politique familiale française est une des politiques qui a fonctionné. On est obligé de le dire. En Europe, ce qui fait aussi de nos forces, c'est que cette politique-là volontariste a fonctionné. Et moi, je suis très attentif à ça parce qu'effectivement, c'est un des risques. Mais à l'autre bout de l'échelle, on l'a dit, la personne la plus en danger, la plus en difficulté en France aujourd'hui, ce sont les femmes seules avec enfants. Et là, le revenu universel a quand même une valeur très forte là-dessus. Dans 2 cas, je vais prendre 2 cas. La femme, on lui disait qu'il allait travailler au bout du monde pour boucler ses fins de mois. Bah, si elle a déjà un revenu universel un peu supérieur à ce qu'on a vu là, elle a déjà une marge de manœuvre plus grande avant d'accepter n'importe quel emploi. Et comme on a bien vu que l'emploi, il faut quand même les avoir, ces emplois-là, ça donne une marge de négociation avec son employeur qu'elle n'a pas aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point.
Et le deuxième point pour l'autonomie féminine, qui n'est pas liée à la carrière, c'est pour tous les cas qu'on a aujourd'hui de femmes victimes de violences conjugales, qui aujourd'hui sont obligées de quitter le logement en général avec des enfants. C'est-à-dire c'est le mari qui est coupable, et c'est la femme et les enfants qui se barrent, dans des conditions impossibles. Effectivement, le revenu universel peut éviter une de ces angoisses du lendemain où on ne sait pas où on va, parce qu'il y a cette assurance de l'avoir, sans conditionnalité, sans avoir à le demander, sans rien, etc. C'est les deux points. Oui, donc Christophe Morel, moi j'ai une question. Vous avez beaucoup parlé de robotisation, que de plus en plus la robotisation devient de plus en plus importante dans l'industrie, même si le secteur diminue de plus en plus, mais c'est vrai aussi dans les services et puis même dans l'aide à la personne. Or, moi j'ai vu, ou j'ai mal compris, mais dans votre système, vous faites peser la fiscalité sur les travailleurs en fin de compte. Et donc, pourtant, c'est comme les robots aussi qui participent à la création de la richesse. Et cette création de richesse-là, elle doit être aussi partagée. Et donc, pour l'instant, les robots ne payent pas de cotisation sociale. Et voilà ma question. Pourquoi vous n'avez pas pris cette dimension-là en compte dans votre schéma? En tout cas, je veux dire que les générations, c'est ce qu'on défend nous. La taxe robot, c'est qui a fait rire beaucoup de gens, qui a fait rire, hein, pendant la campagne. C'est une gueule, hein, quand on parle de la taxe robot. Aujourd'hui, quand certains grands patrons d'industrie américains la reprennent à leur compte, ça fait déjà moins rire. Les gens se disent, ah oui, peut-être que finalement, il faut le faire. Mais bien entendu, ce que je disais tout à l'heure, le fondamental, et c'est là où on a des points de désaccord, mais je pense que la question du financement, franchement, moi j'aime bien l'exercice parce que ça prouve que c'est faisable, mais j'avais pas besoin d'avoir un exercice pour savoir que c'était faisable, finalement, même à cette dimension-là. Donc l'intérêt, c'est ça. Mais les solutions de financement, il y en a plein. Les transactions financières, elles ne sont toujours pas taxées. Ça peut se taxer. La manière dont se crée la richesse ici avec des robots, c'est les robots qu'on taxe. C'est pas, moi je suis entièrement d'accord là-dessus, et on ne pourra pas de toute façon faire porter toute la fiscalité sur les seuls salariés. Et là, par exemple, il y a le choix de ne pas augmenter les taxes des entreprises. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, d'autant que si le revenu universel permet d'avoir des marges de manœuvre, de négociation aussi pour l'entreprise, il n'y a pas de raison que l'entreprise ne cotise pas aussi à sa part, comme elle l'a fait pour les autres protections. Donc, tout ça, c'est des choses, moi je pense qu'on peut encore beaucoup avancer et beaucoup travailler. Je veux dire, c'est un peu de la faute d'Yvan. C'est ça. Il m'a donné 30 minutes ou 40 minutes pour vous expliquer. Alors je suis allé un peu droit au but. Mais effectivement, là on s'engage dans une grande réforme fiscale. J'ai évoqué que sur le patrimoine. Alors c'est faux de dire qu'on a prélevé que sur les revenus, puisqu'il y a le patrimoine qui joue. Et l'impôt sur le revenu. Mais je ne vous ai pas présenté, mais c'est prévu de revoir toute la fiscalité de fond en comble. Notamment la fiscalité sur les sociétés, et donc quelque chose qui s'apparente à l'impôt sur les sociétés, qui est un moyen de taxer les robots, hein, puisque si les gens robotisent les entreprises, c'est bien pour maximiser les bénéfices. Hein. C'est baisser le coût de production et maximiser les bénéfices. Donc si on taxe l'impôt sur les sociétés, indirectement on taxe sur les robots. Après, il y a quand même quelque chose à avoir en tête, c'est que quand on cherche des financements pour un revenu universel, on est obligé de s'appuyer sur ce que j'appellerais des ressources pérennes. Qu'est-ce que ça veut dire des ressources pérennes? Et je vais prendre l'exemple, par exemple, puisque ça vient d'être évoqué, soit de taxes sur les transactions financières, soit de taxes carbone. Alors, moi, je suis à 100% pour ces taxations-là, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, si on met en place une taxe sur les transactions financières ou si on met en place une taxe carbone, c'est avec l'idée qu'à terme, ces taxes vont disparaître. Parce que c'est des taxes qui ont vocation à faire changer des comportements ou supprimer des activités qui sont un peu déviantes par rapport à la société. Et tu ne peux pas baser le financement d'un revenu universel qui, lui, a vocation à toujours exister sur des choses qui sont par nature un peu éphémères. Et donc, en fait, le plus pérenne là-dedans, c'est quand même les revenus d'activité, les revenus financiers, l'impôt sur revenu. Là, je vous ai présenté que la partie revenus d'activité, hein, mais on va l'appeler pareil sur les revenus financiers, sur les revenus fonciers,
l'impôt sur le patrimoine. On pourrait parler de la TVA, il y a aussi, vous irez voir sur le site des citoyens assemblés, on parle aussi de la TVA. Enfin, c'est un tout, quoi. Là, je vous ai présenté que le petit minimum nécessaire pour que vous compreniez le mécanisme général et que, surtout, vous compreniez que quand on vous dit que c'est pas finançable, c'est juste faux, quoi. C'est juste faux, c'est tout, c'est un mensonge. Et y compris mes amis d'Alternative économique m'énervent beaucoup parce qu'ils sont les premiers à dire que c'est pas finançable et ça m'exaspère. Sur le même sujet, moi je ne comprends pas très bien la taxation des robots. Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas choisi plutôt la taxation de la richesse créée par l'entreprise, c'est-à-dire la valeur ajoutée par l'entreprise. Parce que la taxation sur les robots, c'est une taxation d'investissement. C'est ça qu'on veut dire, ça va arriver comme ça. Je vous ai expliqué, je vous ai dit clairement, c'est qu'est-ce qui crée la richesse, le robot à la place du salarié. C'est ça, quand je parlais du salaire tout à l'heure. Donc on taxe ce qui crée la richesse. Au lieu de taxer le salarié tel qu'il était, on crée... Oui, enfin la richesse, vous savez très bien que si on taxe que la richesse créée, soi-disant, aujourd'hui on a des phénomènes fiscaux, des détournements qui sont énormes. On le voit bien. C'est le problème qu'on a avec les GAFA. C'est le problème qu'on a avec les GAFA en France, qui ne payent pas leurs impôts et qui créent la richesse quand même chez nous, et qui ne payent toujours pas leurs impôts. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, si 10 robots, si un robot remplace 10 salariés, c'est comme s'il avait 10 salariés fictifs. En gros, peu importe la manière dont on l'appelle, c'est bien ça. Qu'est-ce qui crée la richesse dans l'entreprise? C'est ça qu'on taxe. C'est là où se crée la richesse. Donc on le fait pas. On va pas le faire sur le nombre de robots investis, parce que d'abord c'est pas possible. Les algorithmes, comment vous taxez un algorithme? Mais si on ne fait pas ça, si on ne choisit pas ces pistes-là, mais je vous le dis, en plus, pour moi, c'est vraiment même pas la question. C'est-à-dire, la question, celle-ci, aujourd'hui, elle est dans la stratosphère. On ne va pas, d'abord, ça ne vous aura pas échappé, que c'est pas le gouvernement en place qui va mettre le revenu universel en place. Donc déjà, il y a une petite étape pour y arriver. Il y a quand même quelques petits combats à mener. Donc quelques combats politiques. Donc il faut déjà qu'on arrive à ce niveau de pouvoir pour le prendre. Ça nous laisse un tout petit peu de temps pour travailler concrètement là-dessus. Donc c'est pas dans ce qu'on va mettre. Nous, on a ouvert des pistes en disant, c'est une des pistes. Les transactions financières, c'en est une autre. Ce qu'on vient de voir là, c'en est une autre. La TVA, c'en est une autre. Il y a une dimension que personne ne peut aujourd'hui, et pas Alternative Éco, je fais un débat avec eux vendredi, donc ça va être marrant, ne peut prévoir. C'est l'impact à l'échelle d'une nation de revenu universel pour tous. Et si on le met à 800 € ou 600, c'est un apport dans l'économie réelle gigantesque, comme personne n'a jamais osé imaginer. Et l'impact que ça peut avoir à court terme, à moyen terme, et tu as raison sur la pérennisation des financements, il est inenvisageable. Si vous estimez qu'on va mettre l'équivalent de 500 milliards d'euros dans l'économie réelle qui vont être dépensés, mathématiquement, c'est 100 milliards de TVA. Donc vous voyez, l'ordre de grandeur de la chose est incroyable. Donc il faut prévoir et travailler sur un plan de développement de mise en place du revenu universel, un plan de financement étape par étape, et c'est ce qu'on avait essayé de faire, notamment en emploi adapté aux 18-25 ans, où là on avait un chiffrage qui était tout à fait cohérent, hein, parce que c'était vraiment à la portée de n'importe qui de le financer. Et c'est ça le travail qu'on va avoir à faire dans les années qui viennent pour arriver avec un projet crédible et phasé et chiffré dès la prochaine grande échéance où on va reparler de ça, c'est-à-dire les prochaines présidentielles. Oui, par rapport à pour la suite, là, et on l'a abordé, j'ai eu l'impression, moi, en termes de problème français, franco-français, comment ça s'articule avec l'Europe, je ne veux même pas dire mondialisation, parce que c'est pas à ce niveau-là, mais en Europe, on sait que les problèmes d'imposition, de taxation, d'uniformisation, d'harmonisation, peu importe le terme, est important et souvent un frein ou un atout, mais vous n'en avez pas, enfin je ne l'ai pas vu dans l'exposé. Si je oublie, si on n'en est vraiment pas là. On n'en est pas là. Oui, non mais alors, si on n'en est pas là, est-ce que, parce que bon, Alternative Éco, entre autres, c'est aussi un de leurs arguments, enfin, quand on voit les choses, et si on veut le développer et être crédible au niveau, et je suis favorable, au niveau
la présentation, il faut qu'on puisse quand même, en même temps, aujourd'hui, si on parle des robots et tout, si on veut être crédible aussi, il faut qu'on puisse articuler cette proposition qu'on aura avec, à minima, la situation, on va dire, européenne. Oui, vous savez, si le problème de l'Europe c'était la crédibilité, ça fait un moment qu'on le saurait. Et si la question c'était de convaincre les économistes que nous sommes crédibles, ça se saurait aussi. Parce que moi je veux bien que vous me citiez un seul économiste qui depuis 1945 a prédit quoi que ce soit qui se soit passé réellement dans l'économie. Ça ne sait pas, ça n'existe pas. Alors si vous voulez, quand on a avec nous Piketty ou Cagé qui ont travaillé beaucoup là-dessus avec nous, voilà, vous savez, on inverse, on est dans un monde de spécialistes, de gens qui nous emmerdent à la télévision avec la même vision, la même formation, le même truc, le même sectarisme et la même manque d'ouverture d'esprit. Je vous le dis, aujourd'hui, si on veut faire passer cette idée de cette société-là différente, alors tout le reste suivra. Tout le reste suivra, y compris la manière dont on met en place les moyens économiques, la manière dont on met en place les synergies. Il n'y a pas que nous qui voulons travailler sur le revenu universel. L'Italie bosse, la Finlande, d'autres pays européens. Il y a des territoires entiers. Donc c'est une idée qui est en train d'émerger un peu partout dans le monde. Laissons-lui le temps de grandir un tout petit peu et faisons-lui un peu confiance. Mais vous avez raison, c'est des questions qu'il va falloir se poser. C'est pour ça qu'il va falloir un calendrier et un plan de travail très au point avec des grands spécialistes. Donc certains ne croient pas. Piketty n'y croyait pas quand il est rentré en campagne avec nous. Je vous le dis. Il ne croyait pas au universel. Quand il est sorti, il y croyait. Vous voyez, on a réussi à être crédible auprès de Thomas Piketty. Ça commence pas mal. Juste un petit complément. C'est pour ça qu'on a travaillé principalement sur l'impôt sur le patrimoine et l'impôt sur le revenu. Parce que c'est des impôts, entre guillemets, franco-français. Et c'est pour ça qu'on n'a pas, par exemple, intégré l'impôt sur les sociétés, etc. Parce que ça, c'est une dimension européenne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler à harmoniser l'IS à l'échelle européenne, etc. Mais là, on a déjà regardé ce qu'on pouvait faire uniquement avec des leviers franco-français. Oui, bonsoir. J'ai l'impression de ne pas être sur la même planète. Alors je m'explique. Moi je veux bien qu'il y ait un revenu pour tout le monde. Et j'allais dire que ça fait des dizaines d'années que je milite pour améliorer le sort de tout le monde. Mais si on ne change pas, j'allais dire, de modèle social et culturel, je pense qu'on ne changera rien. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on continue à présenter des feuilles de paie avec des charges patronales, cotisation, alors que ce qu'on appelle des charges patronales, et qu'on nous fait croire que c'est des charges, c'est notre boulot, c'est notre richesse à nous qu'on traite. Bon, et j'allais dire, si on ne remet pas tout ça en cause, je ne sais pas si vous savez, mais dans la Constitution, il est écrit noir sur blanc que l'État doit assurer les moyens minimums d'existence. Vous savez ça? Oui, mais on ne peut pas. Qui le fait respecter? On ne peut pas dire qu'il est. On l'espère. Et moi, je fais aussi partie du collectif Rosette. J'ai admiré le bouquin de Pierre Larotouro. C'est plus grave que ce qu'on nous dit, mais on va s'en sortir. On a fait quoi? On a fait signer une pétition par 100 000 personnes. Et on est toujours là. Des réactions peut-être? Question suivante? Oui, juste pour dire pourquoi on a gardé des cotisations sociales et pourquoi on a gardé les assurances maladie, retraites complémentaires financées par des cotisations sociales. C'est parce qu'il nous semblait que dans la grande réforme qu'on a envisagée, on changeait déjà beaucoup de choses. S'il y avait des choses qui pouvaient rester presque comme avant, c'était peut-être pas plus mal. Maintenant, on peut très bien imaginer la même chose de manière complètement différente. Mais c'est juste ça, c'était pour pas trop dépayser les gens par rapport à ça. Oui, tout d'abord, je vais revenir, dire que la taxation des robots me paraît inévitable à terme. Parce qu'on en a parlé, le nombre d'emplois diminuant, le nombre d'heures travaillées diminuant, ça va aller de plus en plus vite avec l'intelligence artificielle et la robotisation. Et ça s'accélère à une vitesse vertigineuse. Donc je pense qu'à moyen terme,
il va falloir la création des robots. Puis alors, je m'excuse, mais rapidement, je n'ai pas forcément tout compris sur le truc que vous nous avez présenté, mais il y a un certain nombre de protections sociales qui sont supprimées, et vous nous montrez qu'il en ressort un prix, un montant du SMIC, mais sans tenir compte de cette protection sociale qui est supprimée. Or, il faudrait la déduire, cette protection sociale. Par exemple, les allocations familiales, vous les enlevez. Donc il faut les déduire ensuite de ce SMIC que vous calculez. J'ai peut-être pas tout compris. Et puis, dans cette protection sociale que vous supprimez, que faites-vous de l'allocation aux handicapés? Merci. La difficulté pour comparer avant et après, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de prestations familiales et l'impôt sur le revenu qui sont conjugalisés. D'accord? Donc si tu prends la question de quelqu'un qui travaille au SMIC, on peut montrer ce qu'il gagne aujourd'hui en salaire net, on va dire. Je peux le comparer avec ce qu'il gagnerait en salaire net après impôt avant, mais aujourd'hui, je ne peux pas dire quelle est sa situation après impôt et après allocation familiale, etc. Alors par contre, c'est ce que j'ai montré, tu regarderas, alors du coup on a arrêté l'ordinateur, mais le graphique que je vous ai montré avec des barres bleues et des barres rouges sur la situation d'un ménage avec 2 enfants de revenus, c'était pour ça, c'était pour tout intégrer. Là on intègre bien les allocations familiales qui ont disparu, on intègre bien l'impôt sur le revenu actuel et on intègre bien la situation future, donc c'est pris en compte. L'allocation handicapée, pour nous, alors d'évidence, elle n'est pas remplacée par le revenu universel parce que ça n'aurait aucun sens, mais ça relève de la santé. Ça relève de la santé, donc c'est la charge de la sécurité sociale de prendre en charge l'allocation handicapée. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout ça, c'est vous qui allez trancher. Hein. C'est vous qui allez trancher. C'est nous, collectivement. C'est le boulot qu'on doit faire. Enfin, je ne sais pas, bon, tout le monde n'est peut-être pas génération ici, mais ceux qui sont intéressés par ça, c'est à vous qu'on fait appel. C'est à vous qu'on va trancher ça. Il n'y a rien de tranché, il n'y a rien, tout est sur ce que je vous disais tout à l'heure, tout est sur le plan de travail, et vous aviez raison. Et vous aviez raison, si on ne change pas la manière de voir ce que je disais au début, si on ne se base pas aussi sur une vision philosophique de la place de l'homme dans la société, etc., les uns par rapport aux autres, la création de richesses, etc., alors on n'aura rien compris. Et on aura simplement, effectivement, rajouté une mesure à d'autres mesures. Et franchement, on aura complètement dévoyé une idée qui est bien plus forte que ça, bien plus puissante, bien plus complexe, et qui va demander beaucoup de travail aux uns et aux autres. Mais le débat est ouvert, il commence, il continue. N'hésitez pas, il n'y a rien qui est fermé, au contraire. Dernière question. Oui. Alors, moi, je vais juste réagir. Je suis là. Coucou. Je vais juste réagir à ce que vous venez de dire, c'est nous qui allons choisir. On va pouvoir choisir à condition qu'on soit capable d'expliquer ce que vous venez de nous présenter, et c'est pas gagné, c'est loin d'être gagné. Parce que même moi qui m'y suis penchée à plusieurs reprises, qui y suis a priori favorable, j'avoue que j'ai pas encore les éléments suffisants pour pouvoir convaincre mon voisin, des gens de ma famille et les gens avec qui sont dans la le même partage de valeurs que moi, je ne suis pas sûre qu'on soit capable de convaincre, déjà. Et puis la question initiale que je voulais poser depuis un moment, c'était que, sauf à penser qu'on changerait, non pas de modèle social, mais de modèle économique, jusqu'à preuve du contraire, on est dans un système libéral, de type capitaliste, et que dans ce système capitaliste, nous avons 2 pôles que vous avez bien réidentifiés, qui sont les employeurs et les salariés. Entre un salarié et un employeur, il y a un contrat de travail. Le contrat de travail, c'est une particularité, c'est qu'il y a un lien de subordination. Moi, ce que je crains dans votre projection, parce que pour l'instant c'est quand même des projections, un revenu universel à 600 €, c'est relativement arbitraire comme niveau. Pour moi, il n'est pas suffisant. Je pense que, quoi qu'il en soit, on ne vit pas, s'il y a des accidents de la vie ou si on fait des choix d'arrêter un travail ou de ne pas en commencer un, 600 €, bon, voilà, c'est quand même en dessous de la maille du niveau de pauvreté.
Je me dépêche, mais il fallait me donner le micro plus tôt. Et donc, pour moi, là où il va y avoir une difficulté, c'est de convaincre les employeurs de ne pas jouer sur l'existence d'un revenu universel pour exercer une pression importante sur le niveau des salaires. Ah, déjà, on ne vit pas avec 600 €. Voilà, quoi qu'il arrive. On ne vit pas, on survit. Moi, je l'ai fait. On survit et personne ne peut vivre avec 600 € dans ce pays-là. Voilà, il faut le dire. Donc, c'est pas déjà une manière faut pas se tromper de débat. Deux, effectivement, ça a un impact sur le travail, mais on a des réglementations. On ne va pas dire gentiment au patron, excusez-nous, faites ce que vous voulez parce que nous, on a fait le revenu universel. C'est pas comme ça qu'on va rentrer dans le débat. Ça, c'est sûr. Il y en a qui voudraient rentrer dans ce débat comme ça. La droite libérale, qui sont pour le universel, ils veulent rentrer dans le débat comme ça, en disant, après, le patron, il ira ce qu'il veut, puisqu'il y aura déjà un revenu universel. Donc ça, c'est ça. Mais surtout, là où je disais qu'il faut qu'on voit les choses différemment, c'est que la société dans laquelle on vit, c'est pas, aujourd'hui, des patrons et des salariés. C'est pas vrai. C'est terminé. C'est terminé. C'est des gens qui travaillent, des gens qui sont précaires, des gens qui sont en formation, des gens qui sont à la retraite, des gens qui sont salariés, et le salariat en proportion dans la société française diminue en pourcentage. La société française est bien plus complexe que simplement salariés et de plus en plus vous allez avoir notamment dans les nouvelles générations des salariés qui seront un coup dans leur vie salariée, un coup patron, un coup auto-entrepreneur, un coup en formation. Donc même cette notion-là, elle va changer dans le courant des vies de chacun, avec des allers et retours. C'est pour ça qu'il faut effectivement faire preuve d'une grande imagination et remettre tout à plat, y compris ce qu'on pensait comme acquis, parce que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est qu'on peut considérer à regarder le monde tel qu'on le voit nous, mais le monde, il est en train de bouger. Il évolue très vite. Et vous parliez de la robotisation, c'est fini la robotisation. C'est l'intelligence artificielle qui arrive, et qui est une machine bien plus puissante à broyer les individus. Je vais vous prendre une anecdote, parce que je ne veux pas être long et que nous allons bientôt finir, mais dans une soirée comme ça, sur le revenu universel pendant la campagne, j'avais une dame qui était au premier rang qui a dit je vais témoigner. Elle devait avoir 35, 37 ans peut-être. Elle m'a dit moi je suis informaticienne. Je travaillais chez Bouygues, gros groupe, etc. Elle m'a dit mon métier c'était de créer des logiciels et des algorithmes qui remplaçaient les emplois. J'ai créé des algorithmes pour remplacer les emplois. Première vague, licenciement. Mais elle dit, moi j'étais cadre sup, j'étais sûr que j'étais à l'abri. La deuxième vague d'algorithmes qu'elle a créé, ils ont remplacé son emploi. Et ouais, ils ont été beaucoup plus efficaces qu'elle pour recréer des algorithmes. Et elle n'était pas prévenue que ça risquait de lui arriver. Parce qu'il y avait une promesse républicaine, tu fais des études, tu vas loin, tu es intelligente, tu montes dans la société, tu rentres dans un grand groupe, tu vas être bien payé, tu es l'élite de la société, rien ne va t'arriver dans ta vie. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Licenciement, elle n'a pas compris, burn-out, pas reconnu par l'entreprise, bien sûr, et pas par la société. Et elle était devant moi, elle me disait, aujourd'hui, je suis au RSA, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, j'ai plus de perspective. Et elle me dit, c'est la première fois que j'entends un peu d'espoir, parce que s'il y a des dispositifs dont vous parlez, tels que le revenu universel pouvait être mis en place, alors ça correspondrait à toutes ces modifications barbares et violentes qui arrivent dans la société, et dont tout le monde peut être victime. On ne dit pas plus que ça aujourd'hui. On ne dit pas plus que ça. Mais ça, c'est une réalité qui avance. Et soit on attend qu'elle nous passe dessus, soit nous, à notre manière, avec ce qu'on veut mettre dans la société et dans le social, on avance et on réfléchit et on travaille là-dessus. C'est juste la tâche qu'on est en train d'essayer de faire. Ce qui est déjà pas mal. Bonsoir, Marina. Je suis donc adhérente au Écologie Les Verts, mouvement français pour le revenu de base et objectrice de croissance. Donc je voudrais vous remercier, la présentation était vraiment très sympa pour moi. Et je voulais juste poser une question et faire une remarque. Donc cet été à l'Université de revenu de base, du mouvement français, il y a eu effectivement un atelier de présentation d'un revenu de base européen. Donc c'est quelque chose qui est dans le tuyau. Alors, l'autre chose que je voulais dire, poser une question en même temps, c'était que effectivement, cette idée elle progresse dans la société, il y a des groupes locaux qui se font, etc. Seulement, il faut être réaliste. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans un contexte de société conservateur, voire ultra-conservateur. Et le revenu de base, c'est une pensée progressiste. Et aujourd'hui, tous les partis politiques qui portent une pensée progressiste, on voit où ils en sont. Et donc, je pense que
aujourd'hui, pour se mettre en action, là, tous autant que nous sommes, il va y avoir des élections européennes et que je crois toujours que le bulletin de vote, c'est un moyen. Et qu'aujourd'hui, il faut réussir à repenser et pouvoir faire cette révolution culturelle dont on parlait. Penser en revenu de base, c'est une pensée progressive. Donc c'est une éducation, c'est une culture. Et puis, aller après, sans conséquence, pour passer à l'action. Merci pour cette intervention, parce que ce que vous dites, c'est vachement important. Effectivement, il y a des réflexions sur un revenu de base européen. Mais ça va plus loin que ça, en fait. Les choses, elles ne sont pas aussi immobiles qu'on le pense. L'Allemagne, qui s'est toujours battue contre un revenu minimum, a été obligée de se mettre au SMIC, a créé un SMIC. Merkel, elle a été obligée, parce que la pression était trop forte aussi en intérieur. On parlait de la réduction du temps de travail, mais aujourd'hui, les syndicats allemands revendiquent, certains syndicats, notamment l'automobile, je crois que c'est les 28 heures. Ils revendiquent les 28 heures. Et l'industrie allemande automobile, sachez que les salariés de l'industrie allemande coûtent beaucoup plus cher que les salariés français dans l'industrie automobile. Pourtant, j'ai l'impression que l'Allemagne vend plus de voitures que nous, et en tout cas de plus haut de gamme. Donc ça existe. ATD Carbone lance là deux bus qui vont faire le tour des capitales européennes. J'ai témoigné dans une des vidéos là-dessus, pour faire émerger l'idée des minima sociaux en Europe, dans d'autres pays. Donc il y a des initiatives qui, alors, ils en sont loin du revenu universel dans certains pays, mais les initiatives, elles se multiplient, elles se font, et c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie. Il y a des volontés un peu partout. On est peut-être plus en avance aujourd'hui qu'on ne l'a été auparavant, mais je le redis, ce que je disais au début. Souvenez-vous, pour ceux qui s'intéressaient au sujet, où on en était il y a 2 ans sur le revenu universel ou le revenu de base. On en était quand même à des années-lumière de ce qu'on en est aujourd'hui. Donc ce qui s'est passé chez nous, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas ailleurs aussi. Mais ça, tu as raison, enfin, vous avez raison, c'est la volonté politique, c'est le vote qui va aussi influencer ça. Et même si, d'un certain côté, les nationalismes et les réactionnaires avancent, en même temps, c'est un mot à la mode en ce moment, nos idées, les idées progressistes, etc., avancent aussi. Et c'est ça le grand combat de la politique aussi qu'on a à faire à cause de nous. Mais moi, je reste extrêmement optimiste par rapport, en tout cas, à ce qu'on a planté et ce qui commence à pousser. Je vous remercie, on va s'arrêter là. Alors, je comprends que le sujet soit passionnant, on pourrait débattre encore des heures, sinon voilà, on est un petit peu limité dans le temps. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est vous inviter à boire un petit verre, vous aurez encore un petit moment pour débattre avec les intervenants, échanger, voilà. C'est la seule alternative que j'ai, je suis désolée. Je vous remercie en tout cas de votre présence, et puis voilà, toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. Merci beaucoup, je sais que voilà, les partis de gauche qui étaient là aujourd'hui, qui ont relayé les informations, je vous en remercie. Et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.